Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Everteam.policy, le premier webinaire d'une série qui va traiter de la gouvernance de l'information en 2019. Tout d'abord, tous mes voeux de la part de l'ensemble de la compagnie Everteam pour ce début d'année. Aujourd'hui, le but et l'objectif sera de traiter la gestion des référentiels de conservation sans avoir recours à un fichier Excel, ainsi qu'en deuxième partie, la mise en œuvre de ce référentiel de conservation dans différents systèmes et différentes applications. Tout d'abord, quelques consignes en fait pour démarrer ce webinaire dans de bonnes conditions. Nous allons mettre en fait tous les participants en mode silencieux pour assurer le confort de tous pendant le déroulement de ce webinaire. Si vous avez des questions, vous avez une icône qui va vous permettre d'enregistrer votre question, de saisir votre question, et nous y répondrons à la fin du webinaire. Quelques mots en fait, tout d'abord pour m'introduire. Donc Stéphane Croisier, un certain nombre d'entre vous me connaissent déjà. Donc je suis le CTO à Everteam. Ne vous en faites pas, aujourd'hui nous n'allons pas du tout parler de technologie, de technique, et nous allons rester sur des domaines très clairement fonctionnels. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de la gouvernance de l'information, des ECM de manière générale, et dans la gestion du contenu. J'ai commencé ma carrière en cofondant la société Jaya, qui est un éditeur français de web content management. J'ai rejoint ensuite une société suisse appelée RSD, qui est un éditeur également de services d'archivage, sur lequel nous avions une ligne de produits qui s'appelait GlassIG, spécialisée dans la gouvernance de l'information. Cette ligne de produits a été externalisée et est devenue une société indépendante en 2016, dont je suis devenu le PDG, et le logiciel a été acquis par Everteam en 2018, d'où ma présence aujourd'hui. Je vous propose en fait l'ordre du jour suivant pour le déroulement de ce webinaire, donc de poser tout d'abord un ensemble de problématiques concernant la gestion des référentiels de conservation dans des fichiers Excel, les solutions que Everteam.policy vous apporte, suivies par deux démonstrations. Une première démonstration très clairement orientée sur la définition et le partage des référentiels de conservation avec le reste de l'organisation, et suivie d'une deuxième démonstration concernant l'application de ce référentiel de conservation au sein de différentes applications. Donc la propagation des règles et l'application de ces règles sur les contenus eux-mêmes. Un slide rapide pour introduire tout d'abord la société Everteam pour ceux qui ne connaissent pas encore la compagnie. Donc Everteam est un éditeur français avant tout, mais à dimension internationale, de logiciels de gestion des informations d'entreprise, donc avec une spécialisation depuis plus de 25 ans sur le traitement de l'information. Et avec tout récemment un positionnement plus accentué sur la gouvernance de l'information. Nous aidons donc nos clients à se connecter où que se trouvent les informations, à découvrir les différents actifs informationnels, à les organiser, à les gérer afin globalement d'augmenter leur valeur, donc leur exploitabilité, et d'optimiser l'efficience des collaborateurs, tout en minimisant les risques associés au stockage et à la gestion de ces informations, et à réduire également leurs coûts. Vos besoins s'articulent autour d'un certain nombre généralement de cas d'utilisation. Voici les principaux cas d'utilisation en fait sur lesquels nous nous spécialisons, avec deux dimensions principales. Tout d'abord, des outils spécialisés pour les professionnels de l'information, pour les experts, qui consistent en 4 piliers fondamentaux. Donc l'assainissement des données dans différents systèmes. Donc l'identification des doublons, le dédoublonnage, et après dans un but d'optimisation des coûts, tout principalement, ou dans des buts de décommissionnement d'applications et de migration à terme, qui est le deuxième cas que vous retrouvez en dessous. Donc objectifs et cas d'utilisation tels que des migrations vers des systèmes cloud, où on ne veut pas forcément embarquer et prendre avec des données obsolètes et désuètes, ou à double.
ou derrière des décommissionnements d'applications vers un système d'archivage informatique dans le cadre d'applications qui sont anciennes. Des besoins de conformité, tout récemment, donc plutôt des besoins en termes de gestion des données personnelles avec la nouvelle réglementation européenne de RGPD, mais aussi dans un souci de démarche qualitative avec des normes telles que ISO 27001 ou alors des normes spécialisées comme les normes archivistiques en France. Et donc, ce qui nous amène après sur le quatrième axe, donc tout ce qui concerne l'archivage, le record management, la gestion des politiques informationnelles, dont nous allons abondamment parler dans le webinaire d'aujourd'hui. Une dimension également qui concerne les utilisateurs finaux, pour les aider à améliorer leur productivité, leur recherche et leur utilisation de leurs documents et de leurs informations de manière générale. Donc avec deux grands axes, donc la création et la gestion de vues à 360 degrés et la recherche cognitive que l'on assimile, hein, donc la possibilité de pouvoir se connecter, indexer, de se connecter à différentes sources d'informations, indexer du contenu et après produire des vues à 360 degrés de cette information où qu'elle se trouve, et laisser la possibilité aux utilisateurs finaux de créer des tableaux de bord personnalisés. Le deuxième axe sur la partie workflow, gestion du case management, donc optimisation des processus documentaires. On va rentrer donc dans la problématique qui nous concerne tout particulièrement aujourd'hui, donc la gestion des référentiels de conservation. Donc pourquoi tout le monde utilise des fichiers Excel aujourd'hui pour gérer ses durées de conservation et son plan de classement? Tout d'abord parce que c'est pratique. Tout le monde a un tableur Excel ou un tableur d'une autre société, hein, on va dire. Tout le monde sait l'utiliser, c'est très flexible. Il est très facile de rajouter des colonnes, de les supprimer, de rajouter des entrées, de faire des filtres, des tris, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu l'outil de base que tous les records et information managers utilisent en fait pour gérer normalement leur série documentaire et leur durée de conservation. Mais se pose un certain nombre de problématiques dans la durée pour gérer des plans de conservation et des durées de conservation de plus en plus compliquées qui s'inscrivent dans un contexte plus général de gestion d'un registre informationnel. La première, c'est la multiplication des copies. On se retrouve très rapidement, surtout au sein de grandes organisations, avec des copies multiples et variées qui sont distribuées à l'ensemble en fait des personnes concernées, les différentes unités, les différentes divisions, les différents départements. Et très rapidement, il devient difficile de maîtriser quelle est la dernière copie, la version de référence. Les erreurs peuvent arriver rapidement puisqu'on va plus pouvoir maîtriser le versionning en fait de ces différents fichiers. Donc c'est une des premières problématiques d'utiliser les fichiers Excel. La deuxième, évidemment, c'est le manque de coordination, de validation, d'historique des validations qui s'ensuit sur l'utilisation de fichiers Excel. Quand on est seul à utiliser son fichier Excel, c'est à peu près possible. Dès qu'on souhaite déléguer les mises à jour par domaine, par activité à un certain nombre de collaborateurs, valider les versions et les changements, série documentaire par série documentaire, cela devient beaucoup plus difficile d'utiliser un fichier Excel. Il n'y a pas après, on peut toujours essayer avec des modes brouillon dans Excel, etc., mais ça devient assez compliqué. Le partage dans des Google Drive et autres aussi demeure assez difficile. La troisième problématique, c'est que les plans de conservation traditionnels, au sens record management et au sens durée de conservation, ont une tendance à évoluer ces 2-3 dernières années vers un registre informationnel plus étendu, au sens soit un registre des activités et des traitements au sens RGPD, soit derrière parce qu'il y a une démarche qualitative avec une mise en conformité ISO 27001. Et dans ce cas-là, on doit faire un registre des actifs, qu'ils soient informationnels ou physiques, mais il y a un registre aussi des actifs à mettre en place. Et donc, on voit de plus en plus le terme registre informationnel, registre des actifs, registre des traitements apparaître, qui englobe
une dimension plus large et plus grande de l'ensemble en fait de ces règles et de ces politiques informationnelles. Et là, alors la problématique Excel ne fait que s'accroître au vu de la démultiplication des informations qu'il faut tout d'un coup gérer et saisir. Juste un petit aparté sur RGPD, donc il y a l'article 30, et quand on lit l'article 30, ça c'est un extrait du site de la CNIL, on se retrouve en rouge avec des parties en fait très traditionnelles qu'on va retrouver normalement dans un plan de classement, avec des durées de conservation, donc les catégories de données à traiter, la topologie documentaire, et les durées de conservation, ou dans le cas de RGPD, l'inverse, les durées de minimum de conservation ou de destruction des données contenant des données personnelles. Et on surcharge en fait, on étend en fait ce registre avec les activités, avec les parties prenantes, avec l'utilité de ces données, qui va y accéder, qui est responsable, comment elles sont sécurisées, etc. Donc on va devoir renseigner un certain nombre de données supplémentaires ou de propriétés supplémentaires pour les séries documentaires qui contiennent des données personnelles. Mais en final, il y a une juxtaposition par rapport au plan de classement traditionnel. On va le voir après. Le quatrième problème, en fait, c'est la gestion des politiques un peu plus avancées. Donc, tant qu'on reste en fait sur des, excusez-moi, tant qu'on, j'ai mon Excel, j'ai mon PowerPoint qui a planté. Donc, donnez-moi juste 2 minutes pour le redémarrer. Donc, la quatrième problématique, c'est les politiques avancées. Donc, dès qu'on arrive en fait sur des situations où il faut gérer plusieurs jalons dans le cycle de vie, plusieurs versions de la même politique qui sont actives en parallèle. Donc, par exemple, on va garder un historique et tous les documents entre 2000 et 2010, on doit appliquer une certaine politique informationnelle ou une certaine règle. Depuis 2010, la politique interne de l'organisation ou une loi et une réglementation ont changé et donc il faut appliquer une seconde règle. Si on doit supporter en fait une activité multijuridictionnelle, donc, par exemple, en France, la durée de conservation va être différente de l'Angleterre ou des États-Unis. Si on doit commencer à décliner en fait des règles par division, département, décliner des règles entre les archives physiques et les archives électroniques, gérer en fait des niveaux de sécurité, des niveaux de confidentialité, des niveaux de sécurisation par entrepôt de données. Pouvoir mettre des règles de conformité. Donc, dans telle série documentaire, on ne veut accepter que du PDF. Dans les autres séries documentaires, qui sont de type, par exemple, documents courants, on acceptera des fichiers Office, etc. Ça devient encore plus problématique à gérer. On va le voir après avec un certain nombre d'exemples. La dernière problématique qu'on va retrouver avec l'usage d'un fichier Excel, et qu'il n'y a aucune API pour propager et utiliser et exploiter ces règles après dans différents systèmes qui vont appliquer ces règles aux documents eux-mêmes. Parce que c'est une chose de pouvoir maintenir un référentiel de conservation. La plus grande problématique est comment appliquer ce référentiel de conservation aux informations, aux documents eux-mêmes. Et donc là, on se retrouve avec Excel, avec un système en fait qui ne peut pas programmatiquement propager ces règles après à différentes applications. Les solutions qu'on vous propose, donc c'est dans le cadre de Everteam, c'est Everteam Policy, donc qui est un outil qui sert donc à décrire, recueillir, gérer l'ensemble de vos règles et de vos politiques de conservation, à tenir votre registre de traitement conformément donc aux obligations RGPD. Vous pouvez utiliser cette dimension ou ne pas l'utiliser d'ailleurs, donc c'est vraiment complètement flexible. Dans cette partie Everteam Policy, donc on parle vraiment de description des politiques informationnelles. On ne va pas appliquer ces politiques informationnelles, on ne va pas indexer des documents eux-mêmes. Donc, ce qui ouvre en fait la possibilité, et c'est pour ça qu'on l'offre d'ailleurs. Donc, cette application est disponible à la fois sur site
pour ceux en fait qui aimeraient l'installer sur site, ou en offre SaaS, donc dans le cloud, puisqu'en fait derrière il n'y a pas de documents confidentiels eux-mêmes qui sont stockés, il n'y a que vos règles de conservation. Donc les deux modes d'approche sont disponibles, le tout en fait développé sur un stack Java avec des API REST. Ça c'est un peu pour les experts techniques qui souhaiteraient en fait s'interfacer après derrière et récupérer programmatiquement un certain nombre de règles. L'ensemble en fait de ces API, c'est exactement celles qu'on utilise nous-mêmes en interne en fait pour propager nos règles dans nos différents autres silos applicatifs. Donc par exemple Everteam Archive, notre SAE, ou Everteam Discover, notre système d'inventaire des informations fédérées multisources. L'approche, en fait, consiste donc en 4 points au sein d'Everteam Policy. Tout d'abord, définir son référentiel des données, qu'il s'agisse simplement de la gestion des règles pour son parc documentaire, son corpus documentaire, avec l'ensemble des cycles de vie, étendu ou non à l'article 30 du RGPD ou à une norme ISO 27001 selon l'organisation. Ensuite, faciliter sa gestion, donc pouvoir déléguer des droits à un certain nombre de profils, donc des personnes qui n'auront le droit que d'écriture, des personnes qui auront le droit de valider une nouvelle version d'une règle, des personnes qui ne pourront consulter qu'une activité ou qu'un domaine particulier ou modifier un domaine ou une activité particulier. Donc en fait, l'ensemble va être après derrière géré avec des granularités de permission relativement fines au sein de Everteam Policy. Ensuite, partager et diffuser l'ensemble de ces règles aux employés concernés, donc soit en mode diffusion sans droit d'accès, donc c'est-à-dire par exemple, vous allez voir, il y a un mode un peu comme vous avez sur Google Drive ou sur Box.com, où vous pouvez partager un lien et toutes les personnes qui ont ce lien peuvent accéder en fait à l'ensemble des règles. Ou avec votre système d'annuaire d'entreprise et avec des connexions qui vont permettre en fait aussi d'avoir une granularité plus fine sur qui peut accéder à quel type de règles. Et donc après également donc propager ces règles de manière applicative dans différents modules ou applications qui vont eux-mêmes, une fois avoir récupéré ces règles, pouvoir les appliquer sur les documents. Donc il y a des intégrations par défaut qui sont fournies avec Everteam Discover ou avec Everteam Archive. Les fonctionnalités de base qu'on va vous offrir avec un Everteam Policy, donc c'est une classification, un moteur de classification des actifs de vos actifs informationnels sous forme arborescence avec de l'héritage, une gestion des durées de conservation, l'ensemble de la gestion des versions, des validations et après derrière des traces d'audit de ces validations, donc qui a validé quelle règle quand. Un moteur de recherche dans l'ensemble de votre registre informationnel pour faciliter donc la recherche, tout particulièrement avec la multiplication des règles et des réglementations. Une extension possible en fait donc de ce registre informationnel. Des références externes, donc vous pouvez mettre des liens par exemple vers Légifrance pour avoir une justification juridique, des liens vers des documents, par exemple un exemple de document qui correspond à une série documentaire donnée, ou un PDF avec le règlement interne par rapport à une durée de conservation en plus, ou une durée supplémentaire de conservation par rapport au minimum juridique. Et évidemment, donc les possibilités de partager l'ensemble de ces règles avec le reste de votre organisation. Le tout s'inscrit donc dans un projet de gouvernance de l'information. Tout dépend en fait du point d'entrée, mais normalement quand on démarre en fait avec un .policy, on suit normalement à peu près ce déroulement d'un projet de gouvernance de l'information. Donc on commence par importer ou ressaisir son registre informationnel et sa gestion des politiques. C'est le périmètre défini par .policy. Un certain nombre de clients s'arrêtent à ce niveau-là et donc n'ont qu'un registre informationnel, mais n'ont pas recensé ou fait l'inventaire en fait de leurs documents eux-mêmes, qui consiste normalement à la troisième étape.
Donc, quels sont les documents qui doivent être soumis à une règle? Donc là, il y a deux parties. Donc, il y a une partie en fait où nous avons une ligne de produit qui s'appelle Discover et qui va permettre d'inventorier et référencer l'ensemble des documents où qu'ils se trouvent avec un ensemble de connecteurs, ou notre solution elle-même d'archivage à valeur probatoire, et donc qui va être elle-même accostée, intégrée avec .policy, et qui va pouvoir, les deux solutions pouvant récupérer leurs règles et appliquer ces règles soit ce qu'on appelle in place, donc où que les documents se trouvent, soit dans le SAE à proprement parler. On fournit après derrière des solutions d'analyse et d'enrichissement sémantique avec de l'autoclassification qui vont là également permettre d'appliquer ces règles plus facilement sur l'ensemble de votre corpus documentaire. Pour les utilisateurs, une partie après derrière, amélioration de la productivité. Le but de classer n'est pas simplement d'appliquer des règles, mais aussi de pouvoir en faire bénéficier les utilisateurs, puisqu'un document classé va être plus facilement retrouvable. Donc également fournir des vues à 360, puisque les documents classés où qu'ils se trouvent, donc ils pourraient être dans votre disque réseau partagé, dans des emails ou dans votre SharePoint ou dans le SAE, on va pouvoir créer une seule vue globale pour vos collaborateurs. Et donc après, la sécurisation, la préservation de ces documents, par exemple par déplacement des documents les plus sensibles ou par préservation dans un système d'archivage électronique, et l'application évidemment des règles, donc on l'a déjà mentionné. La suite donc est intégrée, mais est déclinée en fait sur 3 lignes de produits donc à disposition. Everteam Policy qu'on va vous montrer aujourd'hui avec une toute petite partie sur Everteam Discover, et notre SAE sur 3 grandes lignes. On ne va pas rentrer dans tous les détails. 3 éditions. Donc vous pouvez évidemment utiliser en fait Everteam Policy en édition individuelle. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout le reste de la suite gouvernance de l'information, et évoluer soit sur le cloud, donc soit sur site, et après évoluer dans le temps avec des éditions complémentaires qui sont intégrées et donc qui fournissent en fait des intégrations natives ainsi qu'un certain nombre de fonctionnalités d'entreprises complémentaires. Je vous invite donc après derrière à regarder avec notre équipe commerciale en fait si cela vous intéresse pour avoir plus de détails. Un seul slide peut-être un tout petit peu plus technique sur les intégrations existantes. Donc aujourd'hui, on va se focaliser donc vraiment sur Everteam Policy, ce registre informationnel et ce gestionnaire de vos référentiels de conservation, qui vont être propagés après derrière nativement dans Everteam Archive ou dans Everteam Discover. Donc Discover est la partie fédérée, multisource, sur l'ensemble de vos référentiels de contenu qu'ils se trouvent dans le cloud, dans cette partie-là, ou dans vos applications sur site, et donc la partie système d'archivage à valeur probatoire de l'autre côté. Évidemment avec des passerelles pour pouvoir découvrir des informations qui se trouvent par exemple dans un disque réseau partagé, des documents engageants qui n'auraient pas vocation à être sur ces disques réseau partagés, et à les sécuriser, à les préserver dans le SAE. Voilà pour la partie slide. Donc on va passer à la partie démonstration. Donc quand vous arrivez dans la partie Everteam.policy, voici globalement un plan de classement que j'ai réimporté. Désolé, il est en anglais, c'est mes données par défaut. Vous voyez, le reste de l'application en fait est traduite. C'est simplement mes données initiales qui sont en anglais. Donc là, j'ai un plan de classement à 2 niveaux, donc relativement simple, qui va permettre en fait de voir. Donc là, je suis par exemple sur l'activité finance et un ensemble de séries documentaires en dessous d'activités ou de séries documentaires liées à la finance. Donc on se retrouve avec une vue quasiment Excel pour l'utilisateur final. Ici, je suis identifié avec un utilisateur qui a les droits d'édition. Donc on va voir un certain nombre de menus et d'icônes supplémentaires qui vont permettre d'éditer ces documents. Quand on est identifié en utilisateur lambda, donc un utilisateur métier, évidemment en fait toutes ces icônes vont disparaître et on aura une vue en consultation uniquement. Vous pouvez ici également noter un statut. Donc soit la série documentaire en mode brouillon ou a été validée, et donc là on voit qu'il y a un certain nombre de séries documentaires
qui vont en mode brouillon, donc il y a une version de travail qui est en cours. Donc on peut après derrière naviguer, voir en fait derrière le détail en fait de sa série documentaire. Donc là, je me retrouve avec une série documentaire un tout petit peu plus compliquée. Donc, bon, on va peut-être passer sur une série documentaire plus simple, voilà, avec un cycle de vie simple où en fait ici derrière, on va déclarer le document comme document engageant après un an et en gros l'effacer automatiquement après 99 ans. Donc c'est une sorte de conservation pour toujours. Donc ça, c'est des cycles de vie relativement simples. On va voir, comme je le mentionnais tout à l'heure, on peut faire des cycles de vie multi-jalons relativement plus compliqués ici, où on va avoir une déclaration automatique après, donc une déclaration au sens record management du terme, donc on va sceller et verrouiller ce document automatiquement après un an. On va vouloir le déplacer après 3 ans, par exemple vers le SAE, déclassifier ce document après 5 ans, une règle de conservation au sens juridique du terme, donc une obligation de conservation de 7 ans, mais on va détruire ce document après 15 ans. Donc une obligation de rétention de 7 ans, mais une destruction après 15 ans, parce que l'organisation a décidé de garder cette information un certain nombre d'années complémentaires au cas où. Donc vous voyez, vous pouvez moduler en fait les jalons de votre cycle de vie, les dérouler selon le tout est complètement paramétrable, donc ça dépend des actions et des événements qui vont qui vont jalonner en fait ce cycle de vie documentaire pour cette série documentaire. On va voir également en fait donc il est possible de gérer des dates d'effet ou des dates de rétroactivité. Donc on peut très bien imaginer créer et valider une série documentaire, mais dont la réglementation ne rentrera en vigueur que par exemple le 1er janvier 2020. Donc on va valider, on va documenter cette série documentaire en amont. Par contre, derrière, on va pas le système applicatif qui va devoir exécuter en fait ces règles ne devra pas prendre en compte cette règle jusqu'à sa date effective. Ou alors des dates de rétroactivité. Voilà, il y a une nouvelle réglementation fiscale, c'est à la mode actuellement, qui rentre en vigueur, mais qui sera rétroactive sur un certain nombre d'années passées. Donc là, par exemple, on va devoir dire que au 1er janvier 2020, la règle va s'appliquer à l'ensemble des documents depuis 2014, par exemple. Mais avant 2014, une autre règle va être appliquée pour les autres documents. Donc on va pouvoir jouer en fait avec ces dates pour gérer des cycles de vie à plusieurs jalons différents dans le temps, qu'on va retrouver ici. Donc là, par exemple, on va voir qu'on a en fait 2 versions actives. Donc une version pour tous les documents de 70 à janvier de cette année, et une deuxième donc qui sera celle-ci. Donc voilà, on gardait tout simplement tout pendant une centaine d'années. Et une deuxième règle, en fait, donc là on voit une deuxième règle, en fait c'est celle-ci, donc celle qu'on avait montrée, qui va être appliquée pour tous les documents à partir du 8 janvier de cette année. Donc on se retrouve avec 2 règles, en fait, avec 2 tranches de temps actives en parallèle. Et ici, en fait, cette version 2 va être surchargée en fait par cette version puisqu'elles ont les mêmes dates de démarrage. Donc vous voyez également que cette version voilà, on va s'arrêter là. Vous pouvez rajouter des commentaires, des propriétés, j'en ai pas ici. Donc si par exemple on passe sur les factures, vous pouvez rajouter des propriétés, des commentaires sur l'ensemble de ces règles. Donc par exemple ici j'ai mis des liens de téléchargement. Vous pouvez rajouter des justificatifs divers et variés. L'ensemble de ces propriétés est paramétrable dans l'application. Donc vraiment ça va dépendre en fait de comment vous souhaitez paramétrer et quel type de propriété vous souhaitez rajouter. Si on va cliquer dessus, simplement ça va ouvrir un fichier. Donc ici par exemple, là je l'ai stocké dans un box.com qui a un échantillon d'un document représentatif pour cette série documentaire. Donc quand oui, autre petite subtilité, astuce, c'est depuis une règle donnée, si vous voulez rapidement faire une comparaison, par exemple, et vous ne savez plus ici quelle est la durée de conservation pour les documents bancaires, vous pouvez précharger en fait une
petite vue de ce type sans quitter votre contexte d'utilisation sur la vue en cours. Bon, ça, c'est des petits détails. Donc, pour les utilisateurs finaux, une fois que vous avez publié vos règles, vous pouvez les rendre publiques. Et donc, au même titre en fait qu'en Dropbox ou qu'en Google Drive, vous vous retrouvez en fait avec une vue une URL de ce type-là que vous pouvez partager en fait avec le reste de l'organisation. Donc là, j'avais déjà téléchargé et en fait, il se retrouve avec une vue en accès en lecture seule qui va pouvoir en fait sur lequel en fait ils vont pouvoir rechercher leur information. Ils peuvent donc dans ce cas-là saisir budget et faire une recherche. En fait, ils vont retrouver rapidement voilà la partie budget et l'ensemble de la règle qui s'applique au budget. Au niveau de l'import initial ou des imports par lot, on offre également une fonctionnalité Excel de saisie Excel. Donc, généralement, vous avez dans votre organisation des règles, là j'en ai un certain nombre, de ce type-là. Voilà, c'est un fichier que j'ai retrouvé sur Internet. On va voir une période une durée de conservation, un certain nombre de niveaux, des codes. Ici, il n'y a pas de code, mais il y a un certain nombre de niveaux hiérarchiques. Soit des données en plus ou pas. Très vite, le problématique de ces fichiers Excel, c'est qu'ils ont tendance à devenir relativement compliqués. Là, j'en avais trouvé d'autres, par exemple, avec un aspect multijuridiction, où alors on va commencer à avoir un certain nombre de niveaux de granularité de plus en plus fins, ici par exemple, et qui devient relativement difficile à lire pour l'utilisateur final. Dans le cas présent, en fait, derrière, on voit qu'il y a deux règles, soit pour le Canada, soit pour les États-Unis qui s'appliquent, et pour deux types de documents, pour deux séries documentaires différentes, mais le tout en fait sur le même code de classification. Donc là, ça devient relativement opaque en fait et de plus en plus compliqué à gérer dans Excel. Et on parle même pas en fait des versions intermédiaires en fait de ces règles. J'avais un cas ici par exemple avec si on rajoute le multilangue. Où là derrière en fait les traductions alourdissent également passablement la gestion sous un fichier Excel. Donc en fait, ce qu'on vous propose après de faire, donc c'est de reprendre en fait, faut que je retrouve celui qu'on avait, voilà ici. Donc on a un fichier d'import Excel, ici dans une version simplifiée, donc qui est très proche en fait du fichier initial qu'on vous avait montré, et en fait que vous allez pouvoir récupérer ou réexporter après derrière au sein de votre solution. Donc simplement vous allez récupérer votre fichier. Donc voilà, là j'ai un exemple de fichier. Vous allez le drag and dropper à l'intérieur. Donc ça, c'est pour l'import initial ou c'est pour des imports d'un nouveau domaine parce que vous avez ouvert, vous avez commencé simplement avec administration ou finance et après derrière vous avez étendu vos règles à un certain nombre d'autres. Donc on voit qu'en fait le fichier a été importé. Quoi. Ici, il y a un check initial en fait pour vérifier et on voit par exemple ici qu'il y a une erreur sur un code. Et le code ici, voilà, on va faire des vérifications sur le code de classification qui ici doit être à 2 caractères. Et ici, il y a une erreur dans le fichier Excel. On a créé 3 caractères. Donc, il y a une erreur qui est relevée à l'import. Donc, on va retourner, on va corriger son fichier Excel et on va procéder à l'import. C'est d'ailleurs la manière dont j'ai importé en fait ces séries documentaires. Voilà en fait pour comme le temps passe, voilà la partie donc que je voulais vous montrer. Pour éditer en fait rien de plus simple, hein, donc vous cliquez sur éditer, vous pouvez éditer directement à l'écran pour peu évidemment que vous ayez les droits d'édition en fait sur cette série documentaire. Et après vous allez changer votre période de rétention, changer le type d'action, rajouter un jalon, changer une note, etc. Et après, vous allez enregistrer. Une fois l'enregistrement procédé, vous allez pouvoir procéder à la validation de cette règle où elle va rester en mode brouillon. Donc après, derrière, un certain nombre d'actions, hein, rejeter, approuver la publication, supprimer la dernière version en cours, etc. Donc un certain nombre d'actions qui sont disponibles au sein de la solution. Je vous avais montré les propriétés, en fait. Ça, c'est les propriétés, les colonnes supplémentaires qu'on retrouve généralement dans un fichier Excel et qui servent donc à justifier ou à renseigner des informations complémentaires sur ces règles. Si on passe au niveau RGPD, c'est assez intéressant.
Donc là, j'ai téléchargé le dernier fichier de la CNIL, en fait, bon, qui a plus une vocation à destination des PME, mais c'est un fichier de rapport. On va voir en fait l'ensemble des activités en fait qui sont soumises à des séries documentaires qui vont générer des informations personnelles. Et pour chaque activité après derrière, on va voir qu'il faut renseigner. Donc là, on a une fiche de registre de l'activité pour une activité donnée et sur lequel on va devoir documenter les catégories de personnes, les catégories de données collectées. Voilà, on va pas passer. Et on retrouve les durées de conservation des catégories ici. On va devoir enseigner ben, voilà, les durées de conservation. Et après, derrière, on va détailler les droits de transfert, les mesures de sécurité, etc. On voit que c'est relativement fastidieux à gérer si on se retrouve tout d'un coup avec des centaines d'activités ou des milliers d'activités à renseigner. Ici, ça va bien quand on en a 8. Et encore derrière, il y a une multiplication de ce fichier Excel, de ce fichier PDF. Si on va du côté belge, par exemple, le pendant de la CNIL belge va fournir ce type de fichier Excel qui se rapproche énormément, donc vous pouvez télécharger sur Internet, et qui se rapproche énormément en fait des voilà dans des durées de conservation ou d'un plan de classement initial. On va retrouver des séries documentaires, ici des activités qui sont liées après avec des colonnes supplémentaires et avec des durées de conservation. Donc là, on a des catégories, on a les finalités, on a la catégorie fonctionnelle, donc les séries documentaires ou là où les séries documentaires, et ici on a par exemple le délai de conservation. Donc on revient dans un mode un peu plus Excel en fait et un peu plus proche de l'import en fait que je vous ai montré initialement. La problématique en fait c'est qu'il y a souvent des cardinalités multiples. Ici, on voit, par exemple, entre les catégories fonctionnelles et un processus ou une activité, il y aura un certain nombre de liens multiples à faire, ce qui rend de nouveau la gestion sous Excel relativement fastidieuse. Donc, de la même façon, en fait, on a, nous, de notre côté, un apport Excel, en fait, qui va vous permettre, en fait, de gérer de la même façon, en fait, que ce registre, par exemple, des traitements belges, et après, derrière, de pouvoir l'importer au sein de la solution. Et ça va vous créer en fait un certain nombre de composants de votre système d'information ici. Bon, là c'est un exemple hein, où vous aurez vos activités. Si on repart au niveau des activités, où sont mes activités? Elles sont au niveau des processus. Donc là, on va définir en fait les différentes activités. Bon, ben là, j'ai une activité qui va générer des fiches de salaire. On va retrouver exactement au sens de la CNIL en fait des renseignements complémentaires sur le type de personnes concernées. Okay, dans ce cas-là, c'est des employés, l'état du processus, est-ce qu'il est encore actif ou pas. Et là, on va permettre en fait aux utilisateurs de naviguer dans leur registre informationnel par une série de liens croisés et de dire ok, ce processus génère un ensemble de types de contenu. Dans le cas présent, il y en a qu'un, mais on pourrait en avoir plusieurs. Des fiches de salaire. Et ces fiches de salaire ont un certain nombre de données personnelles contenues. Donc ici, bon, on en a renseigné un certain nombre. On évalue le niveau de risque, les possibilités de transfert des données hors de l'Union européenne. Et en fait, l'ensemble de ces propriétés additionnelles sont complètement paramétrables. Donc, derrière, vous pouvez vous ajuster au modèle de la CNIL, au modèle belge, au modèle de chaque juridiction donnée ou à votre propre modèle RGPD interne. Donc voilà, on ne va pas passer beaucoup plus de temps en fait sur la partie RGPD, car je voulais vous montrer encore rapidement la partie applicatif. Donc une fois que derrière vous avez défini ce registre des applications, l'objectif en fait est donc de pouvoir les appliquer. Donc là, par exemple, je vais vous montrer Everteam Discover avec une intégration qui s'est faite. Donc ici, vous voyez un lien avec Everteam Policy qui va vous permettre en fait de synchroniser les règles à des fréquences. À vous de voir la périodicité des changements de vos règles. Ça va vous permettre d'importer en fait ces règles. Et donc ici, par exemple, on les a associées à une série documentaire, à un type documentaire. Et donc on va retrouver ici par exemple l'ensemble des règles par version en fait active, donc qui sont exactement celles en fait qu'on vient de lister. Donc la personne va pouvoir après renseigner et étiqueter en fait ces documents, voilà, avec un certain nombre de règles. Voilà, il y a de l'autocomplétion, donc c'est assez simple à étiqueter manuellement. Donc une fois qu'on a étiqueté en fait et on a classé ces documents, ici on va le voir, automatiquement le système va calculer une date de destruction par rapport à la règle concernée.
Donc ici, derrière, bah voilà, j'ai cette règle, administration, fournisseur, qui devait être basée sur une date, par exemple, de création, et on gardait 99 ans. Donc voilà, on calcule la date de 99 ans plus tard par rapport à la date de création du fichier. Vous pouvez l'appliquer, donc évidemment, c'est automatiquement synchronisé. Si c'était sur la date de dernière modification, il y aurait un recalcul par rapport à la date de dernière modification. Donc ce document lui-même, par exemple, on peut voir en fait qu'il est sur un disque réseau partagé. Donc je l'ai ici, mais on voit également en fait derrière que j'ai indexé ici des documents qui sont des emails qui viennent de différentes boîtes utilisateurs, mailbox utilisateurs, ou qui viennent d'un site SharePoint. Donc vraiment, c'est complètement multisource et vous pouvez les appliquer indépendamment en fait de la source initiale du contenu. Ici, vous avez des petits tableaux de bord en fait qui vous permettent de rapidement voir les dates de destruction et les documents qui sont arrivés à leur date d'échéance, pouvoir les sélectionner et sur lequel après derrière agir sur ces documents. Donc là, par exemple, tous ces documents avaient une date d'échéance en 2017 ou 2018, c'est par catégorie de 2 ans, donc sont obsolètes. Et donc après derrière, vous pouvez faire un certain nombre d'actions sur ces documents. Donc les déplacer, les mettre en quarantaine, les exporter vers le système d'archivage électronique. Bon, vous avez un certain nombre d'actions qui sont possibles. Juste un dernier mot, en fait, puisqu'on arrive rapidement à la fin de ce webinaire et on va quand même prendre quelques questions. C'est donc derrière, vous avez un système ici que vous voyez avec un moteur de recommandation et de suggestions intelligentes, en fait, d'autoclassification de ce contenu qui est auto-apprenant. Donc, au fur et à mesure que vous allez étiqueter un certain nombre de documents, le système va apprendre de ces étiquettes et va vous suggérer un certain nombre. Ici, on va avoir en fait que ce document-là, avec un taux de pertinence de 82%, un taux de confiance de 82%, va être considéré pour la règle service projet et la version 2 de cette règle. Donc après derrière vous avez la liberté en fait de valider, donc là ça a été validé en fait, et de prendre ces suggestions et de les valider ou non pour appliquer en fait automatiquement ces règles. Donc voilà. Donc ça c'est toute la partie autoclassification qui fera l'objet en fait dans un second webinaire tout prochainement. Donc voilà, j'arrive à la fin de ce webinaire, il est 13h43 et nous avions dit que nous tiendrons à 45 minutes. Je vais voir en fait s'il y a un certain nombre de questions. Et évidemment, c'est compliqué. Alors, je ne vois pas de questions de mon côté. Donc, ce que je vous suggère, en fait, donc, c'est d'arrêter ce webinaire ici. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir une session en fait individualisée et personnalisée ou une démo plus complète en fait de Dot Policy ou de Everteam Discover avec l'intégration. Nous n'y manquerons pas en fait de répondre à ces demandes. N'hésitez pas à nous envoyer également par email à l'ensemble de vos questions approfondies et nous y répondrons. Merci à tous pour votre temps aujourd'hui. Bonne année encore une fois à tous et j'espère vous revoir dans un prochain webinaire. Merci, au revoir.